Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la télévision Labari, c'est l'heure du journal. Les titres. L'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR a organisé un meeting ce jour à Zender, une manifestation pour critiquer la gestion des autorités de la 7e République. Rencontre des commerçants et acteurs de la société civile cet après-midi pour voir comment réduire les prix des produits de première nécessité au cours de ce mois béni du Ramadan. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. La Oumma islamique du monde entier se prépare activement pour le Ramadan, une période qui rime souvent avec la cherté de la vie. Pour permettre aux Nigériens de bien passer le jeûne du mois du Ramadan, le comité de réflexion des différents syndicats d'importateurs, exportateurs, vendeurs, grossistes et acteurs de la société civile s'est réuni cet après-midi à la Chambre de commerce. Une rencontre qui fait suite à l'appel du gouvernement qui a demandé une diminution des prix de produits de première nécessité. Précision avec El Hajj Damaradi Yakouba, il est membre du comité. C'est un comité qui a été mis en place par la Chambre de commerce. Donc ça, c'est à l'issue de l'appel que nous a lancé le ministre et même en fait le gouvernement du Niger en tant qu'opérateur économique pour voir comment nous allons essayer de rabaisser nos prix pendant ce mois béni du Ramadan ou au moins maintenir le prix à leur niveau actuel. Rendre, si vous voulez, en un mot, accessible les produits de première nécessité pendant ce mois-là. Donc nous nous sommes organisés. Le comité a formé des groupes de personnes qui sont allés d'une part voir les grands importateurs. Nous avons relevé le nom de tous les grands importateurs du Niger, en tout cas se trouvant à Niamey. Et un autre groupe est allé vers les industriels, ceux qui font les boissons, les sucreries, les yaourts, en tout cas tout ce qu'on consomme pendant le mois de Ramadan. Donc un autre groupe est allé vers les détaillants, parce que vous savez, le plus difficile dans cette affaire-là, le plus difficile à maîtriser, c'est ceux qui vendent au détail. Donc nous sommes allés vers eux, ils sont là dans cette salle, ils ont pris des engagements. Donc nous voulons que le monde entier ou le Niger entier, en tout cas vous les voient, à travers eux voient les engagements qu'ils vont prendre, qu'ils vont souscrire, puisque le but du comité en fait c'est de suivre. Parce que vous savez, dans le temps, juste on lance un appel et après les appels, bon, il n'y a plus rien. Et les gens se plaignent par-ci, par-là. Donc c'est pour cela que ce comité a été mis en place. Et nous, l'engagement que nous prenons aujourd'hui, donc à la face du monde, envers tous les Nigériens, c'est vraiment, je dis bien, de au moins maintenir le prix à leur stade actuel. Le mois béni de Ramadan qui s'annonce est un mois au cours duquel il est recommandé aux musulmans d'observer le jeûne. Quel comportement doit adopter un jeûneur tout au long de ce mois béni? Élément de réponse avec le prédicateur Haladou Yahya. Le mois béni de Ramadan, c'est un mois plein de signification. Et c'est un mois qui revêt beaucoup d'intérêt pour les musulmans. L'objectif assigné à ce mois par Allah subhanahu wa ta'ala pour les fidèles, et il faudra rappeler qu'ils ont fait 11 mois sans le mois béni de Ramadan. Donc le mois béni de Ramadan vient purifier les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit nous avons prescrit le jeûne, et comme nous l'avons prescrit à ceux qui ont existé avant vous, l'objectif primordial c'est celui de vous purifier. Donc à travers ce verset, il y a lieu de comprendre que beaucoup de prophètes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont observé les jeûnes, et beaucoup de communautés aussi et même d'idéologies observent le jeûne. Mais le jeûne du mois béni de Ramadan, c'est un jeûne et d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a une signification profonde, donc très différente des jeûnes de certaines idéologies qui consistent à mortifier uniquement le corps pour avoir une certaine bravoure ou pour avoir cultivé une certaine rigueur. Le jeûne mois béni de Ramadan a beaucoup d'intérêt puisqu'il nous canalise à
à observer scrupuleusement pendant la journée le jeûne et observer l'abstinence scrupuleusement. Et là, et ça nous renvoie dans beaucoup de comportements et ça nous renvoie dans beaucoup de rapports. D'abord, ficeler bien le rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala en jeûnant pendant la journée, mais aussi à observer les autres rapports. Il faut garder les liens de parenté, surtout à partir des déjeuner, il faut s'occuper d'eux, parce que Allah subhanahu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la yadkhulul jannati au rahma, n'entrera pas au paradis celui qui coupe le lien de parenté. Il faudra également songer à gérer les relations avec les autres, qu'ils soient parents ou pas, nos collègues, nos voisins, mais aussi les nécessités. Donc, à ce niveau, on comprend que l'idée et l'observation du mois béni de Ramadan fait intervenir un autre facteur. Les dépenses doivent être faites à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'esprit de partage doit être bien cultivé. Mais surtout en entreprenant un commerce, il faut songer à aider les autres à travers ce commerce, en réduisant les produits ne serait-ce que de première nécessité. Et tout l'ensemble des composantes de la communauté a un rôle à jouer. Individu, homme ou femme, pouvoir, autorité, tout celui qui a une certaine capacité. L'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR a organisé un meeting ce vendredi à l'arène de lutte de Zander. Une manifestation pour critiquer la gestion des autorités de la 7e République. Précision avec Hussein Salatou, porte-parole de l'ARDR, joint au téléphone depuis Zander. Hier vers 21h, ils ont notifié qu'il n'y aura pas la marche. Donc ils ont annulé la marche, alors que beaucoup de nos militants n'étaient pas informés, ce qui fait que les militants le matin de bonheur, en tout cas plus de 40 000 militants sont sortis au lieu de la marche. Et on a commencé à marcher quand les forces de sécurité sont venues. Donc nous, on n'a pas voulu insister, nous avons demandé aux gens d'aller à l'arène pour le meeting. Malheureusement, après ils sont partis à intercepter les gens à toutes les voies d'accès pour les empêcher d'aller. Mais malgré tout, le meeting a pu se passer. Donc, comment était la mobilisation ce matin? Oh, Dieu merci, vraiment Dieu merci. C'était autre chose, Mais malheureusement, les gens n'ont pas pu accéder à l'arène de lutte parce que nous-mêmes, par une véritable approbation qu'on a pu aller à l'arène. Il y a eu vraiment des arrestations, on ne sait pas combien, il y a eu des gens qui sont blessés. Les leaders ont suivi un peu de lacrymogène, mais on a pu quitter. Et bon, on est parti à l'arène pour tenir notre meeting et faire passer nos messages. Parmi les leaders, qui était là-bas? Il y avait Seynou Morou, il y avait Maman Ousmane, Hamamadou, le président du PDP, Anour, M. Bakasso, le président Kazel, et moi-même, et le président d'Aléri, le vice-président d'Aléri, le ministre Zaroumé, accompagné des responsables des partis, notamment le président des jeunes Nassara Garba et certains vice-présidents régionaux. Quels sont les messages que vous avez véhiculés à travers votre meeting? Nous avons dénoncé des abus du pouvoir et aujourd'hui ce qui s'est passé est la preuve palpable de ce que nous avons toujours dit, que nous ne sommes plus dans un état de droit. C'est un état où on veut museler vraiment la population. L'opposition n'a plus le droit de manifester. Et nous remarquons que la décision que Massaoudi avait prise il y a quelques mois de cela est mise en œuvre, c'est-à-dire l'interdiction faite à l'opposition, à toute manifestation, ça continue. Les provocations continuent. Et donc nous avons dénoncé tout cela, le mal vivre, la malgouvernance, le détournement des deniers publics. La critique a été menée sur tous les plans, aussi bien économique, social que juridique. Après Zander, ça sera Maradi. Comment vous comptez donc à organiser la manifestation de Maradi demain? Il n'y a pas de problème. Maradi, depuis avant-hier, ils ont signifié que le meeting est autorisé, mais que la marche est interdite. Il n'y a pas de problème, nous allons nous contenter. Comme nous avons toujours dit, nous conformons à la loi. L'essentiel pour nous est que notre message puisse véritablement passer. Et nous allons nous donner les moyens, en tout cas, conformément à la loi, pour que ce message-là puisse. Interdite par les autorités municipales de Maradi, la marche pacifique de l'opposition politique ARDR prévue pour ce samedi a été jugée légale par le juge selon le porte-parole toujours de la RDR.
Et puis cette brève encore, rebondissement de l'affaire de 400 milliards de francs CFA. La Cour de cassation a levé l'immunité de Tanja Mamadou afin qu'il soit entendu par le juge en charge de ce dossier. Joint au téléphone, l'avocat de Tanja Mamadou en voyage, Maître Souley Oumarou, a promis d'éclairer l'opinion nationale à son retour. Affaire donc à suivre. Combien sont-ils ces personnes qui empruntent la voie de la présidence de la République sans accorder une attention ou porter un regard sur une plaque dont l'inscription nous rappelle à notre foi religieuse? Cette inscription renvoie à la relation entre pouvoir et religion. Dossier signé Sadou Doumi et Issa Hamidou Mayaki. Du palais de la présidence, il nous revient souvent à l'esprit que ce qui s'y déroule à l'intérieur, à savoir les séances régulières et extraordinaires du Conseil des ministres. Par conséquent, peu de gens accordent de l'importance à ce qui se trouve au dehors, planté en face, à savoir une plaque. Il est écrit ceci, le Coran est notre livre, le prophète Mohammed est notre messager et l'islam est notre religion. Je pense que c'est une plaque qui a beaucoup duré. Ça rappelle que les Nigériens, il a une culture islamique. La culture du Niger est une culture fortement influencée par notre religion qui est l'islam. Voilà en clair l'inscription qui ne se retrouve pas en face du palais de la présidence de manière fortuite et désinvolte, c'est-à-dire pour rien. Si Allah subhanahu wa ta'ala place quelqu'un sur le pouvoir, on a l'obligation, en tout cas en ce qui concerne l'islam, de pouvoir respecter cette personne, pas le physique, pas la personne, mais du point de vue du rôle et du point de vue du statut qu'il occupe. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait l'obligation, et même le messager nous fait obligation de respecter cette personne-là pour ce laps de temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié ce pouvoir. Cela doit régulièrement frapper l'esprit de ceux qui la côtoient régulièrement, et ceux qui la côtoient régulièrement sont bien connus de tous. Vous voyez aujourd'hui combien de chefs d'État et de présidents ont défilé dans ce palais. Ils sont nombreux. Donc finalement, il faut qu'on se rappelle, aujourd'hui nous sommes au pouvoir, demain peut-être nous ne serons plus au pouvoir. Combien parmi eux sont vivants, combien parmi eux ne sont plus sur ce monde. Cette inscription en ce lieu où se prennent les grandes décisions du pays est là depuis des années pour rappeler fréquemment la conduite à tenir. Pour celui qui tient le pouvoir, il doit être droit, il doit avoir la compassion de ses citoyens, il doit être honnête, il doit savoir qu'un jour viendra où il va se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander compte par rapport à son séjour sur le pouvoir. Donc c'est pour cela que je vous dis, parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, parmi ceux qui ont vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam, il y a des gens qui fuyaient le pouvoir. Ceux qui se retrouvent ici exercent le pouvoir d'État. Et nombreux sont ceux qui prient pour s'y retrouver un jour. La vie du musulman toute entière est consacrée à la religion, est consacrée à l'islam. Tout ce que tu fais, normalement, tu dois te référer à ta religion. Il y a pas, tu ne peux pas dire aujourd'hui, toi tu es sur un terrain politique, alors tu peux faire ce que tu veux, demain tu es à la mosquée, là tu es non. Même si tu es sur le terrain politique, il y a des règles que Allah subhanahu wa ta'ala, que l'islam a fixées. Par exemple, le mensonge, que tu sois dans la mosquée ou que tu sois dans le terrain politique, le mensonge est une interdiction. Le fait d'insulter quelqu'un, que tu sois sur un terrain politique ou à la mosquée, c'est une interdiction formelle. Une nouvelle agence de pèlerinage vient de voir le jour dans notre pays. Il s'agit de l'agence Al-Ansar, dont la cérémonie officielle de lancement de ses activités a eu lieu hier après-midi. C'était en présence de nos reporters Michel Deji et Sadou Doumi. Il s'agit d'une nouvelle agence de pèlerinage et de la Umrah qui a été créée dans le souci de contribuer à l'amélioration de l'organisation du Hajj afin de faciliter l'accomplissement de ce 5e pilier de l'islam aux pèlerins nigériens. L'agence Al-Ansar, ça veut dire l'authenticité des acteurs musulmans fidèles au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont aidé pour installer la charia et l'islam en date d'aujourd'hui. Nous voilà, par la grâce d'Allah, l'inauguration de l'agence Al-Ansar. Nous lançons un appel à tous les musulmans fidèles
de bonne volonté dans le cadre de travail du Hajj et de la Umrah de respecter et faire respecter les conditions du rite du pèlerinage dites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad Rasulullah. Une initiative vivement saluée aussi bien par le représentant du syndicat national des agences de pèlerinage SNAP, le cheikh Abbas Ibrahim, que par le secrétaire général du commissariat chargé de l'organisation du Hajj et de la Umrah Koro. Nous devrons rappeler qu'au cours du Hajj 2013, nous avons donné l'autorisation à 80 agences de pèlerinage de convoyer nos pèlerins qui étaient au nombre de 12 000. Cette année, Hajj 2014, nous avons donné 90 agréments, nouveaux agréments, ce qui fait qu'il y a 90 nouvelles agences qui vont faire le convoyage en plus des 80 de l'année passée, dont Al-Ansar fait partie. Et c'est dans ce cadre que, au-delà de l'organisation que nous menons avec les agences de pèlerinage au Niger, nous avons invité les pays de la CEDEAO, plus le Tchad et le Cameroun. Avant-hier, 11 pays étaient venus, plus le Niger, ça fait 11 pays. L'UEMOA et la CEDEAO ont fait 2 jours de travaux pour réfléchir, pour essayer de dégager les voies et moyens pour avoir les conditions d'un meilleur partenariat avec l'Arabie Saoudite, les conditions de l'octroi des visas, des conditions d'hébergement, de la restauration à Mina, à la Mecque et à Médine, et de tous les problèmes pour essayer de soulager les pèlerins de toute la région et de toute la région CEDEAO, plus le Tchad, plus le Cameroun. Sans trop tarder, je voudrais souhaiter en tout cas bonne carrière à l'agence de pèlerinage Al-Ansar pour qu'elle compte parmi les agences au Niger dans le cadre d'une meilleure organisation du Hajj et surtout que les pèlerins sentent qu'ils sont bien servis, bien encadrés dans l'œuvre de Dieu. Je vous remercie. Situé au quartier Bani Zumbu, non loin du rond-point Pain Doré, en allant vers le cinéma Sony, l'agence Al-Ansar ambitionne d'apporter des innovations dans l'organisation du pèlerinage en terre sainte de l'islam à travers ces diverses prestations qui viennent ainsi d'être lancées. Inauguration cet après-midi d'une mosquée au quartier Francophonie. C'est un offre de soulagement pour les habitants de ce quartier qui ont longtemps attendu ce moment. C'est une mosquée financée par la Ligue mondiale islamique. L'inauguration a eu lieu en présence de nos reporters Youssouf Omar et Aboubakar Sele. C'est la première prière effectuée dans cette mosquée. Les populations de la francophonie attendaient ce beau moment. Ouf, leur vœu est exaucé. Elles bénéficient de ce joyau flambant neuf avec toutes les commodités. Le mois de Ramadan tombe à point nommé pour les bénéficiaires. La construction de cette mosquée est entièrement financée par la Ligue mondiale islamique. Pour nous, l'islam, vraiment, c'est tout ce qui reste dans ce bas monde. Et il faudrait que les uns et les autres comprennent, en tout cas, c'est quoi l'islam. Et voilà pourquoi nous avons entrepris ces démarches au niveau de la Ligue islamique mondiale pour obtenir cette mosquée. Donc quand cette mosquée nous a été financée, en tout cas, nous nous sommes battus pour que ça soit construite et que les travaux, en tout cas, se passent dans les meilleures conditions. Et comme vous voyez, vous venez de le constater, vraiment, ça a été une réussite. Et c'est vraiment pour toute la population de la francophonie. Parce que nous avons dit que la francophonie, sur toute cette zone-là, c'est une zone complètement désenclavée. Quand vous regardez un peu, vous ne pouvez pas avoir de mosquée. Et nous avons tout de suite songé à ça il y a 4 ans, 5 ans de cela. Et nous avons dit qu'Inch'Allah, on va construire une mosquée. Et nous avons introduit des demandes un peu partout. Et vraiment, Dieu nous a beaucoup aidés, n'est-ce pas, à trouver ce financement. Et voilà pourquoi on n'a pas tardé, en tout cas, à exécuter les travaux. Inauguré en ce jour saint de l'islam, ce lieu de culte doit être bien entretenu dans l'intérêt de tous. La mosquée, au temps des prophètes Mohammed, c'est l'hémicycle. Mais on ne fait que traiter que vraiment les problèmes islamiques. Et moi, ce que je peux vous conseiller à cette population, ou bien vraiment aux voisins de cette mosquée, la première chose, c'est vraiment l'entretien de cette mosquée. Vous voyez vraiment une mosquée flambant neuf. Nous savons parfois vraiment, nous musulmans parfois, sur le mosquée facteur de la propriété, on est un peu vraiment paresseux. Raison pour laquelle vraiment j'invite les uns et les autres, les jeunes, les femmes, les vieillards, vraiment à entretenir vraiment cette mosquée. Ce n'est pas fini, une école coranique sera construite
tout près de la mosquée pour permettre aux enfants d'acquérir des connaissances dans l'islam. Signature ce matin au Centre culturel américain d'un accord entre l'USAID et le Danemark. C'est un accord de cofinancement du programme de renforcement des capacités du Parlement nigérien. Le reportage de Halidou Bourema et Memouna Daouda. La présente cérémonie marque la signature entre l'USAID et le Danemark d'un accord de cofinancement du programme de renforcement des capacités du Parlement nigérien pour la promotion de la transparence de la gestion des ressources naturelles. Le Parlement nigérien doit prouver sa valeur en tant que forum clé de dialogue, de médiation et de réconciliation au plan national. C'est pourquoi que je suis particulièrement ravie d'annoncer la signature avec les gouvernements de Niger dans la journée d'hier, le protocole de coopération du programme d'appui à la démocratie et aux droits humains, dont le présent accord de partenariat avec l'USAID portant sur le renforcement du Parlement fait partie intégrante. Cette signature marque l'accord et l'engagement du gouvernement nigérien pour consolider la démocratie naissante à travers l'Assemblée nationale. Je félicite aussi l'Assemblée nationale qui s'est engagée à améliorer ses capacités pour remplir ses rôles de forum clé de dialogue, de médiation et de réconciliation au plan national. Cet accord entre l'USAID et le Danemark vise plusieurs objectifs. Depuis son lancement, ce programme travaille avec des parlementaires et des organisations de société civile axées sur les industries extractives pour renforcer la capacité de l'Assemblée nationale chargée de rédiger, réviser et superviser la mise en œuvre des lois et des règlements régissant la politique publique. Soutenir l'intégration des normes internationales des droits humains et du travail dans la législation nigérienne et de plaidoyer et de veiller à leur mise en œuvre. Et intégrer du genre et la mise en œuvre des normes de protection internationale et domestique pour les femmes et les filles. Financé à hauteur d'1 milliard de francs CFA pour le Danemark et $700 000 pour l'USAID, le programme de renforcement de capacité du Parlement nigérien s'étalera jusqu'en décembre 2015. Fin hier du premier tour de la Coupe du Monde à Brésil 2014. 2 pays africains se sont qualifiés pour la 8e de finale. Il s'agit du Nigeria et de l'Algérie. Que pensent les amateurs du ballon rond de ces 2 qualifications, suivant les réactions? Il y a 6 équipes qui ont participé pour le mondial. Et malheureusement, on a eu 2 équipes qualifiées, c'est-à-dire c'est Nigeria et Algérie, n'est-ce pas? Donc moi, c'est que en tout cas je vois comme pronostic, en tout cas, je donne ma confiance au Nigeria. Je suis sûr et certain que le Nigeria et l'Algérie, les 2 clubs là qui se sont qualifiés, je suis sûr et certain qu'en tout cas, on ira en demi-finale. Et dès que les 2 là sont en demi-finale, nous allons espérer en tout cas d'être en finale et totaliser en tout cas la coupe. Ça c'est clair parce que c'est 2 équipes vraiment. Parce que Nigeria ils ont amené une équipe vraiment mobile. Quant à Algérie aussi, ils ont amené une équipe vraiment bien déterminée par rapport au club européen là. En tout cas, je ne vois pas vraiment ce qui va m'inquiéter par rapport à notre club, les 2 clubs. Au niveau de ce mondial, il y a eu 2 difficultés. La première est celle relative à comment on appelle, aux primes. Et ces primes-là ont eu un impact dans le déroulement des jeux des joueurs africains. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons connu une petite histoire au niveau du Cameroun. Et par rapport à 2 joueurs qui se sont chamaillés sur le terrain. Donc, vraiment, de tels comportements sont
normalement à éviter pour les prochains, pour la prochaine CAN, pour les prochaines rencontres. Normalement, vraiment administrativement aussi, les États doivent payer les primes des joueurs. C'est une très bonne chose par rapport aux équipes africaines. Bon, seulement, vous savez, en Afrique, ça a toujours mal tourné par rapport aux problèmes de primes et autres. Donc, vous voyez, avant même certaines équipes, avant qu'ils se rendent au Brésil, il y avait eu des problèmes au niveau du pays. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on a eu 2 pays qualifiés, tels que l'Algérie et le Nigeria. Et vraiment, je compte beaucoup sur ces 2 équipes africaines par rapport à leurs prestations. Donc vous avez vu par exemple l'Algérie est sortie vraiment la tête haute de leur poule en occupant la 2e place. Et le Nigeria aussi qui a occupé la 2e place. Donc je crois que vraiment c'est une bonne chose pour les équipes africaines. Moi je me dis que l'Afrique a un peu échoué par rapport à sa représentation au mondial. Pourquoi je dis ça? Nos équipes, pour jouer, ils ne jouent pas au début. Le premier match est important. Parce que pour une équipe, c'est le premier match qui est important. Comme à l'image des équipes européennes. Eux, ils jouent très bien les premiers matchs. Ils gagnent ça. Elles gagnent ça du moins. Maintenant, quand l'équipe gagne le premier match, elle a vraiment un avantage relatif. Vraiment qu'elle va conserver. Maintenant, si les premiers matchs, on les perd, ou bien on fait un match nul, là, il faut jouer encore sur les seconds matchs. Donc, nos joueurs sont obligés de se donner plus encore. Donc vraiment moi pour les équipes africaines, il faut toujours chercher à gagner le premier match. Et il ne faut pas être paniqué parce qu'on est devant une équipe comme l'Argentine, le Brésil. Non. Maintenant nos joueurs africains, ils vont ailleurs. Ils vont partout pour jouer. C'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Mais malheureusement quand ils se retrouvent à l'équipe nationale, ils ont des difficultés pour se retrouver, pour former une équipe compacte, pour bien jouer comme les équipes européennes. Maintenant je dis que un joueur qui joue en Europe, s'il revient en Afrique, c'est pas parce qu'il est revenu en Afrique qu'il ne va pas jouer. Moi je me dis que vraiment, et aussi nos coachs, il faut vraiment faire une sélection sans passion, sans parti pris, sans état. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Labari.